S'il y avait, comme le dit le grand stratège prussien du 19e, Clausewitz, une montée aux extrêmes, la dernière étape serait la destruction de l'Iran. Certainement pas celle d'Israël. Et les Iraniens le savent très bien. En réponse au bombardement d'un consulat iranien le 1er avril en Syrie, 170 drones ou encore 120 missiles balistiques ont été tirés par la République islamique d'Iran contre le territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche. Jusqu'ici, l'Iran utilisait ses proxys, Hezbollah, milices chiites en Syrie et en Irak, pour frapper Israël. A-t-elle réussi ses objectifs? La République islamique d'Iran n'a pas opéré une véritable rupture. Symboliquement, géographiquement, oui. C'est vrai que depuis 1979 et l'avènement de la République islamique d'Iran à Téhéran, c'est la première fois que de manière directe, militaire et assumée, revendiquée, l'Iran attaque Israël. Mais elle l'a fait dans un schéma archi-classique, avec un certain pragmatisme. Elle a techniquement, politiquement aussi d'ailleurs, annoncé ce qui était en train de se produire. Elle a quasiment donné l'heure de départ et l'heure d'arrivée des engins, en annonçant Ourbi et Torbi, donc à l'ONU, que sa riposte était terminée, et ça avant même que les engins franchissent l'espace aérien israélien. Ça ne veut pas dire que c'est une attaque légale, légitime et morale. La République islamique d'Iran est dirigée par des fanatiques au dernier degré. Mais leur sens du pragmatisme, de la prudence géopolitique est inversement proportionnel à leur humanisme. Et de ce point de vue-là, on n'a pas un changement massif. Il ne s'agissait pas d'opérer une véritable escalade, il s'agissait de tenter de conserver un minimum de crédibilité après le coup de force israélien du 1er avril près de Damas. Certains pays arabes sunnites ont désapprouvé cette attaque. L'aviation de Jordanie, voisine d'Israël, a même abattu des drones survolant son territoire. L'attaque ne montre-t-elle pas finalement une impuissance de l'Iran? Le roi est nu, plus politiquement que militairement. Bien sûr, militairement, ça n'a pas été très efficace, surtout grâce à l'efficacité des Israéliens et de leurs alliés dans la région, y compris de la Jordanie. Politiquement, contrairement à ce que prétendent des observateurs très paresseux depuis de très longues années maintenant, l'Iran n'a pas d'alliés militaires sérieux. Le régime de Bachar al-Assad ne tient que par la volonté de Moscou et Téhéran. Bon, très bien. Ensuite, vous avez des groupes infranationaux, évidemment le Hezbollah notamment, favorables à l'Iran. Les Houthis du Yémen, franchement, sont des va-nu-pieds. Enfin, c'est pas une force très sérieuse. Reste que l'Iran, en tant qu'État, ne dispose pas d'alliés dans la région. D'ailleurs, ne dispose pas non plus d'une alliance militaire avec Moscou et Pékin, contrairement à ce que j'entends régulièrement. Et dans le monde arabe, sauf la Syrie, donc qui est un cas un peu à part, l'Iran est seul. Mais l'exemple jordanien est extrêmement intéressant, puisque voilà un État qui est signataire de la paix de l'Arava avec Israël depuis octobre 1994. Bon, donc bien avant les accords d'Abraham. A souvent été considéré, à juste titre, comme protégé par Israël, car c'est un régime extrêmement modéré. Le régime bédouin hachémite et modéré l'a toujours été. Et voilà que la Jordanie intercepte des engins considérés comme hostiles, empruntant son espace aérien, non pas pour la frapper, mais pour frapper Israël. Cet exemple jordanien illustre à merveille le clivage sur lequel je pointe le doigt en permanence depuis de très longues années maintenant, c'est le clivage sunnite chiite. L'Iran et ses proxys, on l'a rappelé, mais également en face la grande majorité du monde arabo-sunnite. Les pétromonarchies du Golfe, donc évidemment j'en citerai deux principales, les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite. Eh bien regardez à quel point, face à Israël, après 6 mois de guerre massive dans la bande de Gaza, cette coalition que je qualifie souvent d'arabo-israélo-occidentale tient bon face à l'Iran. 99% des drones envoyés ont été détruits selon l'armée israélienne. L'Iran a-t-il les moyens de défier militairement Israël? L'Iran dispose, face à Israël, entre autres, d'une vraie capacité de nuisance militaire, d'armement très vétuste, sauf sur le plan balistique. La quantité et la qualité de missiles, notamment dotés d'un système de guidage, pourraient provoquer des dégâts très importants en Israël, y compris d'ailleurs avec le dispositif antibalistique israélien extrêmement performant. À quel coût? S'il y avait, comme le dit le grand stratège prussien du 19e, Clausewitz, une montée aux extrêmes, la dernière étape serait la destruction de l'Iran. Certainement pas celle d'Israël. Et les Iraniens le savent très bien. Israël est bien supérieur, notamment grâce à son aviation de combat. Ce sont plusieurs centaines de chasseurs bombardiers dernier cri. La plupart sont dotés d'un rayon d'action plus important que ce que les matériels originels prévoient. C'est ce qu'on appelle les F-15I, comme Israël, ou les F-35I maintenant, avec des ravitailleurs en vol, sans même avoir à compter sur les Américains. Sans même évoquer l'arme atomique, on a effectivement une supériorité conventionnelle ou non conventionnelle israélienne, à la fin des fins, bien plus importante que ce que possède l'Iran. Plusieurs scénarios de réponse d'Israël sont évoqués. Y a-t-il un risque d'embrasement selon vous? Moi, je n'y crois pas, pour deux raisons. La première, chaque État s'intéresse d'abord à ses propres intérêts. Regardez à quel point les Iraniens et le Hezbollah instrumentalisent la cause palestinienne, dont ils se fichent par ailleurs totalement. Et il a bien fallu que des officiels iraniens soient frappés le 1er avril pour que l'Iran, enfin, se décide finalement à attaquer Israël. L'Iran ne l'a jamais fait pour défendre les Palestiniens en réalité. L'embrasement général n'intéresse que
les extrémistes. Malheureusement, il y en a. À l'extrême droite du gouvernement israélien, il y en a bien évidemment à la tête du Hamas, il y en a à Téhéran, puisqu'il compose la majorité du pouvoir iranien malheureusement, etc. Ce n'est pas la majorité des régimes ou de la tête des régimes au Moyen-Orient. Deuxième raison pour laquelle je ne crois pas à un embrasement, j'allais dire le sempiternel pétrole. S'il devait y avoir une montée aux extrêmes, une guerre de haute intensité entre Israël et l'Iran, il y aurait des dégâts collatéraux, comme on le dit souvent, parmi les pays du Golfe, très gros producteurs de pétrole et de gaz naturel, qui seraient sans doute frappés, alors revendiqués ou pas, par l'Iran, considéré comme trop proche d'Israël, voire comme allié, et donc comme traître à la cause musulmane. Et le détroit d'Ormuz serait, sinon bloqué, en tout cas durablement perturbé. Si vous êtes la Chine, si vous êtes l'Europe, gros importateur de pétrole, et que vous importez encore pratiquement jusqu'à la moitié de votre brut de cette région, vous faites tout pour empêcher qu'il y ait cette guerre entre l'Iran et Israël.